Donc on va démarrer le cours sur l'extraction d'informations. Si vous ne m'avez pas croisé encore au déjeuner, je suis Claire Nedelec. Et voici. Je suis Robert Bossy. Donc on va faire ce cours à deux voix et en plusieurs parties. Donc nous sommes à INRAE, à Jouy-en-Josas, dans une unité qui s'appelle Maillage, qui est une unité, on va dire, de bio-informaticiens, statisticiens, qui est une unité de recherche essentiellement. Donc nous sommes dans une équipe de recherche en extraction d'informations. Alors l'atelier que nous animons, il est un peu différent de ce que vous avez vu jusque-là, ou ce qui va être fait en parallèle. Ici, il ne s'agit pas de récupérer un outil que vous pourrez utiliser clé en main chez vous. Il s'agit plutôt d'une initiation au concept de l'extraction d'informations. C'est un domaine qui est un peu plus complexe que de faire de la cartographie de documents ou d'auteurs ou de la bibliométrie. Et donc ça nécessite un peu plus d'investissement dans des outils. Donc on va essayer de vous donner une intuition de ce que c'est que l'extraction d'informations à travers des manipulations que vous pourrez refaire chez vous, mais que vous ne pourrez pas réappliquer à des problèmes particuliers que vous auriez dans votre pratique professionnelle. Voilà. Donc bon, c'est le descriptif du cours, hein. C'était introduction aux notions de l'extraction d'informations. Donc voilà, il est encore temps de vous sauver si vous pensez que vous avez été volé. Là, je vois des froncements de sourcils dans la salle. Donc, vous pouvez aller boire un café et puis on va démarrer. Voilà. Donc globalement, vous avez vu probablement dans certains des ateliers un premier type de besoin auquel répond le text mining autour de besoins exploratoires. En gros, on veut fouiller des documents ou aller à la découverte de connaissances sans qu'on soit capable nécessairement de caractériser a priori les connaissances qu'on veut dériver du corpus de textes ou de données qu'on a collectées. Ici, il s'agit d'un domaine un peu différent de celui du premier, qu'on appelle l'extraction d'informations et qui est un peu distinct de ce qu'on peut appeler la fouille de texte en français, et qui va s'appuyer en particulier beaucoup plus sur le traitement automatique de la langue, donc sur des concepts plus linguistiques, si vous voulez, que le besoin exploratoire de fouille et de découverte de connaissances. Ça suppose qu'on sache déjà ce qu'on cherche et qu'on peut cibler l'information qu'on voudrait extraire de documents. Et donc l'automatisation à laquelle on va s'intéresser, si on a des grandes masses de documents, un gros corpus, et éventuellement des informations très disséminées, qui sont très locales, des signaux faibles, et on voudrait accélérer la recherche de cette information-là au lieu d'avoir à lire tous les documents. Okay. Donc ça, c'est le cadre qu'on se donne en extraction d'informations. Alors à cette problématique d'extraction d'informations, dans ce cours, on va ajouter un nouvel élément qui est très à la mode en ce moment, qui est la question du partage et de la réutilisation de ce qu'on aura extrait des documents. Une fois qu'on aura extrait les informations, on voudrait bien les intégrer et les croiser avec des informations qui éventuellement viennent d'autres sources. Des informations structurées, des observations, je sais pas quoi, de satellites, d'experts, qui ne viennent pas des documents. Si on veut pouvoir mélanger les informations des textes et des informations d'autres sources, on a besoin de les représenter d'une manière similaire. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, qui va les rendre réutilisables. Alors traditionnellement, on distingue l'extraction automatique d'informations en deux étapes. La reconnaissance des entités. Une première étape, vous voyez ici dans l'exemple de texte, des entités qui sont coloriées en orange, en bleu, en rouge. On a en orange des entités de type microbe. C'est le sujet qui va nous suivre un peu tout du long de l'exposé, pour prendre toujours le même exemple. En bleu, vous avez les habitats, les endroits où on a trouvé ces microbes. Et en rouge, des lieux géographiques. Donc, dans la phrase, on nous dit Salinivibrios siamensis, qui est un microbe. From fermented fish. Donc là, on a un habitat pour ce microbe qui a été trouvé dans du poisson fermenté, qui s'appelle aussi Plara. C'est le nom qu'on lui donne en Thaïlande, in Thaïlande, qui est le pays où on a trouvé ce microbe. Vous avez aussi ici une autre entité qui est strain ND11, donc souche 11, donc qui est
une souche, une espèce particulière, une race particulière de ce Salini vibrio. Et puis on a des filets ici, vous voyez les traits, qui relient les entités. Donc dans notre cas, dans notre exemple ici, on a deux types de relations. Des relations de type vidant, qui vont relier des microbes et l'endroit où ils vivent, donc ici le poisson fermenté. Et puis des relations localisées à, qui vont relier le microbe et le pays ou le lieu géographique où on l'a trouvé. Donc l'extraction automatique d'informations, elle va identifier ces entités de différents types. Ici, on a 3 types. Et elle va identifier des relations, ici de 2 types, entre ces entités. C'est l'objectif donc de l'extraction. Alors, je vous ai montré un texte colorié avec les entités, et ça revient de façon complètement similaire à organiser notre texte en une espèce de tableau. Imaginez une feuille Excel, une base de données pour ceux qui en font. On a dans l'entête des colonnes Excel des types des cellules. Donc on reprend les microbes, les habitats, les lieux géographiques. Ce sont nos types d'entités de tout à l'heure. Et on voudrait remplir les colonnes de notre feuille Excel ou de notre base de données avec ce qu'on a trouvé dans le texte. Et les relations entre ces colonnes, ici dans le cas de feuille Excel, c'est implicite. On a une feuille Excel dans laquelle on sait que la relation entre la colonne 1, microbe, et la colonne 2, habitat, c'est évident, etc. D'accord ? Et donc l'extraction automatique d'informations, eh bien, elle est capable de représenter l'information extraite de façon complètement similaire, soit sous forme surlignée, c'est mon exemple de tout à l'heure, avec les couleurs, soit sous forme de tableau, c'est le même problème, c'est la même question. Et c'est simplement au niveau de l'utilisateur qu'on doit décider qu'est-ce qui va être le plus pratique. Est-ce qu'on va plutôt vouloir des listes? Est-ce qu'on va plutôt vouloir des textes coloriés? Donc l'extraction d'informations, elle va transformer le texte. On a en haut ici une donnée donc non structurée, c'est de la langue naturelle, en une donnée structurée qui est manipulable par un ordinateur et que vous allez pouvoir interroger, naviguer, etc. C'est clair jusque-là? Oui. Donc en fait, ça suppose qu'on ait prédéterminé, vous l'avez bien compris, les entêtes des colonnes, ce qu'on peut appeler aussi le champ d'un formulaire. Ça correspond au schéma des données. Donc ça, on l'a décidé à l'avance. On veut des microbes, des habitats, des lieux géographiques et les relations entre ces entités. Donc ce schéma-là, il doit être prédéfini en fonction de votre besoin. Ça peut être des haches préhistoriques et des dates et des lieux de fouilles. Ça peut être des partis politiques, des hommes politiques qui appartiennent à ces partis et des dates ou toute autre chose. Ça n'a pas d'importance, mais il faut que ce soit déterminé à l'avance. Donc il n'y a pas de domaine particulier dans lesquels ce serait pertinent ou pas pertinent. Tout est a priori pertinent pour l'extraction d'informations, du moment que ça puisse être extractible. Alors ça veut dire quoi extractible? Ça veut dire qu'il y aurait une personne qui serait capable de dire ça, c'est une entité que je veux extraire, et ça, c'en est pas une. Si on n'est pas capable soi-même, humain, de dire ça, expert, l'outil ne saura pas le faire non plus. Voilà. Donc concrètement, on a donc un schéma de données entité-relation. En général, ce sont des entités binaires, donc des relations binaires, donc entre deux entités, mais on peut avoir des relations ternaires. Si on a une observation d'une hache dans un site de fouille à une date donnée, on voit bien qu'on a 3 participants là, à notre relation, donc on dit que c'est une relation ternaire. En général, c'est orienté, donc ici on a le microbe vit dans, où est localisé à, c'est pas l'inverse, c'est pas le lieu qui est localisé dans le microbe, donc ça a un sens. Et les arguments, donc les entités, elles sont typées. Ce sont des microbes, des habitats, c'est pas n'importe quoi, on a un type particulier. Alors l'extraction d'informations, telle qu'on l'a vu, elle transforme non seulement les données en informations, mais si on souhaite partager cette information-là avec d'autres personnes qui utilisent par exemple d'autres types ou d'autres référentiels pour ces types d'entités, il va falloir faire en sorte de partager un référentiel de connaissances commun pour les partager et relier les informations à ce référentiel.
à ces connaissances partagées communes. Donc c'est une étape supplémentaire par rapport à ce qu'on vient de voir. Il faut que la personne à qui je transmets mes informations, elle ait bien le même modèle, le même schéma que moi. Et si ce n'est pas le cas, on va avoir du mal à se comprendre. Donc avant de donner des exemples, je vais faire un rappel peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces notions. On va distinguer ici les données. Donc dans notre cas, ça va être par exemple des textes, des nombres, des bases de données, des observations. Les informations, alors ce ne sont pas des données brutes, ce sont déjà des éléments qui ont été contextualisés, interprétés, reliés localement. On a vu quand j'ai parlé d'extraction d'informations, on avait des entités typées, etc. On n'était pas au niveau de la donnée textuelle, donc c'est un deuxième niveau. Et on a un troisième niveau qui est important, c'est le niveau de la connaissance, où là on suppose qu'on a une compréhension partagée de ces informations et qu'on en a une représentation formelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute sur le sens que ça a, et comme ça n'a pas de doute, l'ordinateur lui non plus n'a pas de doute. On appelle ça la sémantique formelle. Le sens il est unique, et on va appliquer les mêmes traitements pour le même sens. Donc ce sont des informations qui vont être organisées, souvent synthétisées, et reliées à un modèle de connaissance prédéfini. Donc là, je l'ai présenté sous une forme un peu empilée. Dans la réalité, évidemment, tout ça interagit de manière non séquentielle entre données, connaissances et informations. Alors, dans notre cas, les référentiels auxquels on va s'intéresser pour représenter les informations, ils sont de différentes natures, que j'ai voulu vous représenter ici d'après un schéma de Sophie Aubin, du moins formalisé jusqu'au plus formalisé. Donc au niveau le plus bas ici, le moins formalisé, on va avoir ce que vous connaissez bien, des dictionnaires, des nomenclatures, des vocabulaires contrôlés, des terminologies. On se met d'accord sur les noms, les termes qu'on doit utiliser pour désigner quelque chose. Et contrôler, parce que ça veut dire qu'on est tous d'accord pour décider que c'est comme ça qu'on va désigner les choses, avec si possible des définitions. Au niveau au-dessus, on pourra avoir des taxonomies, des choses qui vont être hiérarchisées du général au spécifique. On va avoir donc différents niveaux d'organisation et de précision. Au niveau au-dessus, on va s'intéresser à des thésaurus où là, on va pouvoir avoir des relations associatives entre les termes qu'on aura identifiés dans nos taxonomies, nos dictionnaires. Enfin, et là ça va être le niveau qui va le plus nous intéresser en extraction d'informations, on va s'intéresser à formaliser de manière à pouvoir appliquer des raisonnements informatiques dessus. Donc on va ajouter des relations spécialisées comme vidant et localiséa est une sous-partie 2. Éventuellement encore plus spécialisée dans notre domaine, une relation entre un gène et une protéine active l'expression 2. C'est à ce niveau ici de la terminoontologie qu'on va le trouver. Et un niveau encore au-dessus, on va pouvoir ajouter éventuellement des règles, des contraintes, qui vont dire par exemple, un oiseau ne peut pas être un mammifère, pour vous donner un exemple idiot. Alors au niveau le plus bas ici des termes de la définition, ça va permettre de normaliser. Je dis on utilise un terme donné pour désigner une chose donnée. Ça peut être un numéro, ça peut être un identifiant. Au niveau au-dessus, dès qu'on va avoir des thésaurus, des taxonomies, on va pouvoir classer des éléments dans des classes de différents niveaux. Et au niveau encore au-dessus, on est au niveau d'une représentation plus formelle. On va pouvoir commencer à réfléchir sur des concepts plus abstraits. Et enfin, raisonner au dernier niveau avec des règles et des contraintes, donc pouvoir dériver des nouvelles informations qu'on n'avait pas nécessairement avant. Donc un petit point sur ce que c'est qu'une terminoontologie. Donc on va distinguer une terminologie qui va être une liste de termes, donc ce sont des formes que vous allez trouver dans des documents. Là on est au niveau de la langue. Et une ontologie qui va donner une organisation formelle à ces termes, qui vont représenter des labels, des étiquettes
sur des concepts. Vous imaginez un concept donné, café, un concept. Il peut avoir différentes étiquettes, ça peut être café en français, ça peut être une autre étiquette dans une autre langue, ça pourrait être aussi une image. On pourrait décider que le concept de café, il est représenté par un dessin, par une photo. Donc il faut bien distinguer le concept et la manière de le nommer, de l'étiqueter. C'est ce qu'on fait ici, en distinguant l'ontologie, l'organisation des concepts qu'on va manipuler, et les étiquettes de ces concepts qui sont des termes. D'accord ? Donc le fait d'avoir des termes va nous permettre de traiter des documents, des textes en langue naturelle, et le fait d'avoir des concepts va nous permettre de raisonner avec, et en particulier sur ces relations générales aux particuliers. Voilà, donc concrètement, chaque concept est relié à ses parents, qui sont les concepts plus généraux, et à ses descendants, les concepts plus spécifiques. Et puis on peut avoir des relations spécialisées, que je mentionnais tout à l'heure, qui vont relier les concepts. Alors j'ai parlé de labels tout à l'heure, je vous ai dit des étiquettes pour des concepts, on peut aussi avoir des synonymes, et dire que pour un même concept, on a une liste de termes qui veut plus ou moins dire la même chose. Alors pourquoi je vous raconte tout ça dans un contexte d'extraction d'informations ? C'est quand ça nous ramène à la question précédente. Une fois que j'ai extrait mes informations des textes, et j'ai d'autres informations qui viennent de bases de données, comment je fais pour les traiter ensemble d'une manière homogène, informatiquement ? Eh bien, il faut que j'ai une même représentation. Il faut que j'associe à mes éléments du texte le même concept, la même classe, que ce qui avait été fait dans la base de données ici, qui est représenté ici. Si je n'ai pas mis la même étiquette, le même concept, je ne pourrais pas savoir que ce mot-là, il veut dire la même chose que cette étiquette-là. Donc il faut que je rajoute une métadonnée, un index dessus, qui est le même. Et ce sont ces terminaux ontologiques, que je représente ici par un graphe, qui servent à faire cet index commun entre les éléments textuels et non textuels. Donc ça veut dire que par rapport à tout à l'heure, désolé pour les petites flèches, on va rajouter une étape supplémentaire qui est, étant donné des terminaux ontologies existantes, donc là j'en ai pris deux, des référentiels, un pour les microbes, c'est la taxinomie du NCBI, ça n'a pas d'importance pour le cours, c'est juste un exemple. Donc on a un référentiel connu pour les microbes, et puis on a un référentiel connu pour les habitats microbiens. Ils sont organisés en hiérarchie, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc là, on a les flèches qui représentent du général au particulier. Et donc, ce qu'on va vouloir faire par extraction d'informations, c'est non seulement extraire les entités et les relations, mais les normaliser. C'est-à-dire, là, j'ai rajouté une étape, vous avez vu, qui est, à partir de ces référentiels ici, trouver quel est l'index, l'étiquette, le concept, qui va convenir à ce que j'ai identifié dans le texte. Donc là, j'ai ajouté la classe TaxID avec son numéro, c'est celui-ci, pour Salinivibrio siamensis, qui est la référence de ce microbe dans cette taxinomie. De la même façon, pour Fermented Fish, j'ai ajouté la référence Fermented Fish Product OBT 3145, qui est la référence de Fermented Fish dans ce référentiel ontobiotope. Okay. Donc là, dans l'exemple, ça paraît simple, parce qu'on voit que le morceau du texte, il correspond à peu près au label de la classe. On dit, bon, ça, on doit réussir à faire de manière automatisée, sans trop de difficultés. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Le cas le plus fréquent, c'est que ce qui apparaît dans le texte n'a rien à voir avec le label de la classe, ou est une variation lointaine. Donc là, la normalisation des entités, elle ne va pas du tout être triviale. Alors l'enjeu qu'il y a derrière, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est l'enjeu des données FAIR, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui n'ont jamais entendu ce terme? Non? Oui? Vous ne connaissez pas? Non, pardon. Qui n'a pas entendu? Qui voudrait que j'explique? Non, c'est bon. Ok. Donc effectivement, vous voyez qu'en ajoutant les étiquettes venant des référentiels, je vais rendre les informations que j'ai extraites beaucoup plus faciles à trouver, à partager, à réutiliser, puisque je vais utiliser des référentiels communs avec d'autres gens.
Donc là, je transforme mon texte en quelque chose de tout à fait réutilisable, contrairement à l'étape d'avant. Alors concrètement, comment ça se traduit? Je vous ai montré du texte colorié, comment ça se traduit de manière interne, comme en termes de représentation. Ici, je prends un exemple de métadonnées de documents PubMed, qui est une grosse base de données bibliographique dans le domaine biomédical. Bon, vous avez classiquement ici des métadonnées, avec en particulier un index MESH thématique, qui indique de quoi il s'agit dans le document. Donc des choses tout à fait classiques dans le domaine documentaire. L'extraction d'informations, elle va rajouter des métadonnées. Elle va rajouter pour chacune des entités que j'aurais identifiées, là je ne vous ai pas toutes mises, mais on a par exemple fermented fish, Plara, va dire à quelle position se trouve la forme, l'entité qui est extraite, sa longueur en nombre de caractères, et son type, ici par exemple type habitat. Donc ça va être de la même façon que les métadonnées globales que vous aviez avec l'index MESH, vous allez avoir des métadonnées, mais au lieu d'être globales au document, elles vont indiquer précisément où dans le document on trouve l'entité du type qu'on recherche, avec en général sa forme de surface. Donc on a vu une étape où la reconnaissance d'entités nommées associée à un type général aux entités reconnues, les microbes, les habitats, etc. Ça peut être des entreprises, des fonctions. On a vu le cas où la normalisation associée aux entités à un nom standard qui provient d'un référentiel. Donc là, on est à un niveau de détail évidemment beaucoup plus important. Un nom scientifique, un nom de molécule dans un référentiel, comme Kebi. Et la notation sémantique, elle va associer aux entités qui ne sont pas des noms propres, des noms standards, une catégorie d'un référentiel, donc un concept précis d'une ontologie ou d'un thésaurus. Donc concrètement, et Robert va vous donner plus de détails sur comment ça marche. Je distingue juste les deux cas. En général, on a des méthodes différentes pour les formes figées, les noms propres, comme les noms scientifiques de microbes, ou les lieux, ici Thaïlande, qu'on va retrouver par certains moyens plus simples que les formes qui ne sont pas des noms propres, qui ne sont pas des formes figées, comme le cas du poisson fermenté, qui est plus difficile à associer à une catégorie d'habitat. Donc on va appeler ça de la notation sémantique, puisqu'on va s'intéresser à analyser le sens des documents. Voilà, donc on voit en résumé qu'on est parti d'un schéma d'annotation des données. On a identifié des référentiels qui vont nous être utiles, des nomenclatures, des dictionnaires, des thésaurus, ontologies. Ça dépend vraiment du sujet qu'on veut traiter. Dans l'exemple, on a vu un certain nombre de référentiels, une taxonomie d'espèces. Je l'ai passé un peu vite, mais il y avait un dictionnaire, une nomenclature de lieux géographiques, des habitats bactériens et des relations. Donc selon la standardisation qu'on va vouloir, le degré de standardisation de précision et le degré d'expressivité, on va choisir son référentiel. Il peut être très simple, ou même absent, et au contraire très riche, très sophistiqué. C'est vraiment à évaluer en fonction du besoin. Et donc concrètement, les métadonnées, une fois qu'on a normalisé, ajoutent aux indications qu'on avait tout à l'heure de type une référence dans le référentiel. En général, on a un numéro. Ici, je ne vous l'ai pas mis pour l'alourdir. Donc par exemple, ontobiotope, fermented fish product. Ou ici, dans NCBI taxonomie, on va avoir un numéro pour la souche ND11. Dans GeoNames, on va avoir un numéro pour la Thaïlande. Donc on va avoir un degré supplémentaire de précision sur les catégories dans nos métadonnées. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus qu'on ne peut pas faire sans extraction d'informations? Si on a un type général sur les entités reconnues, on va pouvoir retrouver tous les documents qui mentionnent un type d'entité. Donne-moi tous les documents qui parlent de microbes. Donne-moi tous les documents qui mentionnent une date. Et on va pouvoir, pour chaque document, produire la liste des entités de ce type-là. Donc les documents qui contiennent des microbes, avec la liste des microbes, et dans l'endroit dans le document où ils sont mentionnés, éventuellement coloriés ou autres.
Donne-moi tous les textes qui parlent de maladies avec les expressions qui dénotent ces maladies. La normalisation, elle va permettre non seulement de demander les entités d'un type donné, mais également, plus précisément, le nom, avec le nom standard, on va récupérer indépendamment des variations les entités précises. Donc par exemple, je veux des Salinivrio siamensis, qui était mon exemple de microbe, même s'il s'écrit S.siamensis. Et c'est cette étape de normalisation qui permet de faire ça. Retrouver indépendamment des variations, indépendamment des homonymes, puisqu'on peut avoir un même mot qui désigne plusieurs sens. On va pouvoir retrouver donc les documents et les entités dans les documents. Indépendamment de la langue, s'il y a de la traduction, c'est cette étape de normalisation. Et enfin, la notation sémantique, où là on n'est plus au niveau des nomenclatures, permet de retrouver des entités à différents niveaux de généralité sans nécessairement connaître le nom de l'entité. Donc par exemple, retrouve-moi tous les documents qui parlent d'aliments. Je n'ai pas mis la liste de tous les aliments, café, gâteau, etc. Je dis retrouve-moi tous les documents qui parlent d'aliments, parce que j'ai par exemple un thésaurus qui me définit mes aliments, et l'extraction d'informations qui a mouliné les documents et retrouvé toutes les mentions d'aliments, quelle que soit la manière dont ils sont exprimés dans les documents. Okay. Donc en fait, pour la reconnaissance d'entités nommées, c'est comme ça qu'on appelle cette partie, une méthode qui vient à l'esprit assez facilement, c'est d'utiliser des ressources dont on dispose déjà, c'est-à-dire par exemple des nomenclatures, des terminologies, si c'est des noms géographiques, des gazetiers, enfin des glossaires, des annuaires, des tas de choses comme ça, en fait qui contiennent une liste de formes d'entités que l'on peut reconnaître dans le texte. Et il y a des algorithmes en informatique qui vont prendre ces listes et les rechercher dans les textes avec quelques variations, avec la casse, etc. Donc ça marche assez bien. En fait, c'est une approche qui est simple, qui réutilise, qui réexploite en fait des ressources. Quelquefois, ces ressources, en fait, elles lient directement les formes à la forme normale pour la normalisation ou le concept pour la notation sémantique. Cependant, il y a quelques limites en fait à cette approche. La première, c'est qu'évidemment, les ressources, elles ne sont pas forcément complètes. Si on a une liste, par exemple ici, de taxons, d'espèces, peut-être qu'on les a pas toutes dans notre ressource et on va en manquer celles qui sont hors la nomenclature. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez vraiment déjà. Souvent, quand on mentionne des espèces, on fait une abréviation comme ça. Or, ça, on peut les rater. Ce qu'on va trouver dans le texte n'est pas exactement ce qu'on a dans nos ressources. Et enfin, une autre difficulté qu'on peut rencontrer, qui est plus ou moins rare selon les types d'entités, ce sont les entrées ambiguës. Et donc là, la différence entre une entité et pas une entité se fait selon le contexte, selon la compréhension qu'on fait dans le document en entier. Alors, pour les variations, on a quand même des astuces. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des abréviations dans les noms d'espèces. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre les entrées et saturer, ce qu'on appelle saturer le dictionnaire. Et donc là, on va capturer, par exemple, toutes ces abréviations. Donc ça marche si on a des conventions, par exemple d'abréviations, qui sont connues. Autre type de variation que l'on peut capturer, en fait, c'est par exemple les variations de casse, évidemment, ça je n'en parle pas, c'est vraiment trop trivial, mais ce qu'on appelle l'ématisation. Quelquefois, les entités sont des noms communs, et donc ils sont accordés, pluriel, masculin, féminin. Donc en fait, il y a moyen de s'en abstraire en faisant ce qu'on appelle la lématisation. Donc la lématisation, c'est le processus qui permet de prendre un mot et de trouver sa forme normale, en fait, son lemme. Et selon les langues, elle s'est définie différemment.
Par exemple, en français, le lemme d'un nom commun, c'est sa forme masculin singulier. Le lemme d'un verbe, c'est sa forme à l'infinitif. Donc chaque langue a ses conventions là-dessus. Donc il y a des logiciels qui permettent de traiter en fait à la fois les dictionnaires et les textes, qui lématisent tous les mots, et ce qui nous permet en fait de repérer les entités, même si elles sont au pluriel ou déclinées, etc. Si je prends par exemple une forme qui est Paris, eh ben, on va penser très évidemment à la ville. Il y a des personnes qui s'appellent Paris, évidemment. Donc, il va falloir faire la différence entre les deux. Et un phénomène intéressant, donc ça c'est un phénomène linguistique qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut utiliser le nom de la ville pour désigner le gouvernement de la France, dont Paris est la capitale. Quand on a la forme plante, dont je vous ai montré un exemple tout à l'heure, ça désigne donc un végétal. Dans l'exemple que je vous donnais, c'est un végétal, pas de souci. Sauf qu'en anglais, plante, c'est aussi le verbe qui est un petit peu associé au végétal, donc c'est le verbe qui désigne le fait de planter, quoi. Donc si je prends toutes ces mentions ici, quand plante désigne une usine, il est souvent, auparavant, il y a des mots qui sont des marqueurs de production. Par exemple, là, on a une production. A contrario, ici, on a d'autres, on a des plantes encore, ici, qui désignent les plantes. Par exemple, the transformation of all plant species. Donc là, quand on va parler du végétal, on va remarquer que dans son contexte après, on a souvent, donc on a le mot species, donc là ça marque directement, voilà, c'est une espèce de végétal. Donc ce qu'on va utiliser comme méthode, ce sont des méthodes à base de règles d'extraction. Donc Patrice Belot vous en a parlé hier soir. Et il a dit que c'était une méthode plus ancienne, sans être la plus ancienne, mais qui marche très bien. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont fait des expressions régulières, en fait, c'est ce genre d'expression qu'on va utiliser. Donc, on va dire si on trouve le mot biogaz, donc on va étiqueter plante comme une usine. Et ce qui est intéressant, c'est que ce même genre de méthode, ce même genre de règles, elles peuvent servir à faire l'extraction de relations. Donc, par exemple, on peut écrire une règle. Si on a quelque chose qui désigne un micro-organisme suivi de la forme isolated from et un nom, on peut à la fois dire que le nom ici est un habitat pour le micro-organisme et qu'il y a une relation entre cette entité micro-organisme et l'habitat. On peut élaborer en donnant des formes plus complexes. Par exemple, un micro-organisme suivi de isolated from, suivi d'un déterminant et d'un adjectif et d'un nom. Donc ça va capturer, par exemple, une forme comme celle-ci. Nocardia africana, isolated from, déterminant, adjectif, feline, nom, mycétoma. Donc les limites des règles d'extraction. La première, c'est leur performance, c'est-à-dire leur capacité à extraire toutes les entités et les relations dont qu'on a envie de détecter ou pas. Elle est vraiment très variable. Il y a des types d'entités pour lesquelles ça se prête bien, il y en a d'autres, ça se prête un peu moins bien. Donc ça, c'est un petit peu d'expertise pour savoir si ça va bien marcher ou pas. Donc c'est ça, c'est la qualité, elle dépend vraiment de la variabilité de l'expression dans les documents. C'est-à-dire que si vous avez des documents relativement homogènes, qui suivent des conventions préétablies, donc ça peut être souvent le cas dans des domaines de sciences expérimentales où il y a certaines conventions qui sont respectées par les auteurs. Donc ça va bien marcher. Dans des documents où il n'y a pas ça, ça va être un petit peu compliqué, ça va peut-être pas trop marcher. L'autre limite aussi, c'est la maintenance. Mettons que vous développez un système d'extraction d'informations basé sur des règles qui sont écrites à la main. En fait, ça peut être un peu coûteux à maintenir parce que vous apercevez qu'il y a des erreurs, alors vous modifiez vos règles et puis ça fait d'autres erreurs et vous les remodifiez, vous ajoutez des règles. Donc en fait, ça devient un petit peu compliqué à maintenir parce qu'il y a beaucoup de règles qui interagissent entre elles.
Alors, troisième classe de méthode, c'est l'apprentissage supervisé. Donc, Patrice Belot vous en a parlé encore hier. Donc, je vais vous donner un autre point de vue sur l'apprentissage supervisé. Donc, ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est une collection d'algorithmes, c'est tout un ensemble de méthodes qui opèrent ce qu'on appelle l'induction, c'est-à-dire qu'elles vont, à partir d'exemples donnés, elles vont abstraire en fait ces exemples, cette collection d'exemples, en un ensemble de règles. Donc, en fait, l'apprentissage supervisé, comment il s'opère? Il s'opère en deux étapes. Donc, la première étape, en extraction d'informations, c'est la phase d'apprentissage. Donc, dans la phase d'apprentissage, on va lui donner donc un ensemble de documents à noter. C'est-à-dire que les entités et les relations, elles vont être données. On va les avoir faites à la main par des experts. On va faire une annotation que l'on considère idéale, en fait. C'est exactement ça qu'on voudrait que le système puisse détecter, les entités et les relations. Et donc cet algorithme va mouliner, donc là je vais parler un peu comme si c'était une boîte noire, et induire ce qu'on appelle un modèle. Alors la nature de ce modèle, elle dépend de l'algorithme qu'on utilise. En fait, il y a des algorithmes qui sont purement numériques, et le modèle, ça va être un ensemble de droites de régression. Si c'est un modèle statistique bayésien, ça va être des poids et des probabilités. Ça peut être aussi, il y a des algorithmes en fait, qui vont fabriquer des arbres de décision, c'est-à-dire que l'induction, elle va produire un modèle qui a l'air d'un arbre de décision, d'une clé d'identification. Ça dépend des domaines où on appelle ça différemment. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Donc on prend des exemples à noter parfaitement, ce qu'on appelle un gold standard, un standard en or, qui représente l'idéal. Et la deuxième étape, en fait, on va exploiter ce modèle, donc cette abstraction qui a été fabriquée pendant l'apprentissage, et on va lui donner des corpus non annotés, des documents vierges qui viennent comme ils sont, et on va exploiter ce modèle pour prédire en fait des entités et des relations. Donc ça, c'est un corpus annoté automatiquement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase de production ou la phase d'étiquetage. Voilà. Alors, ce qui est vraiment très bien avec l'apprentissage, c'est qu'on dispose, ce que je vous ai dit, d'un gold standard, donc de documents parfaitement annotés. En fait, ces documents parfaitement annotés, on peut les exploiter non seulement pour créer un modèle et un système qui prédit ce dont on a besoin, mais aussi mesurer les erreurs. C'est-à-dire que le modèle, il ne va évidemment pas être parfait, il va contenir des erreurs, plus ou moins, et on va pouvoir quantifier ces erreurs en appliquant le modèle sur le corpus d'apprentissage et regarder les différences qu'il y a entre ce qui a été prédit et la notation dite parfaite. Alors, à savoir, ce ne sont pas tout à fait des limites, mais quand même, un corpus d'apprentissage, c'est un effort considérable. Je vous ai dit tout à l'heure que ces documents sont annotés à la main, les entités, les relations sont annotées à la main. Donc tout à l'heure dans les exercices, vous allez avoir une intuition de l'effort que ça représente de créer un corpus d'apprentissage. Donc on parle pas mal d'apprentissage automatique, de machine learning. Donc il faut savoir quand même que les données qui sont nécessaires à l'apprentissage, quand même, ils représentent un effort. C'est quelque chose de pas négligeable. Par contre, ce qui est bien, c'est que il y a quand même une habitude de partager ces corpus annotés manuellement. C'est-à-dire qu'il peut exister, donc si jamais vous en avez besoin pour votre besoin, il existe des corpus d'apprentissage qui sont distribués, plus ou moins librement, mais plutôt plus, voire même des modèles qui sont pré-entraînés
sur ces corpus d'apprentissage. Voilà. Donc, par exemple, en ce qui concerne les noms de personnes, les noms de lieux, il y a pas mal de corpus qui existent déjà. Dans l'exemple qui nous sert de fil rouge ici, nous-mêmes, on a fabriqué et distribué des corpus qui peuvent servir à l'apprentissage pour les noms de microbes, les noms de lieux, etc. Voilà. Et donc, on arrive justement à l'exercice d'annotation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont annoté autre chose sur ce début-là, qui ne sont pas d'accord? Sur le début, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord? Nicolas? Le début, le titre ou Non, l'ensemble, les lignes qui sont affichées. Est-ce qu'il manque des choses? Mais par contre, il y a bactéria à la fin de la phrase. Alors, bactéria. Est-ce qu'il fallait annoter bactéria? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous ne l'avez pas annoté, les groupes qui n'ont pas fait? Pourquoi? Quels sont les arguments alors? Alors, Nicolas, puisque tu as suggéré ça, quels sont les arguments pour bactéria? Pourquoi il faudrait annoter bactéria? Parce que ça fait allusion au fait que c'est une bactérie, notre espèce. Oui, mais c'est pas de ça qu'il s'agit dans le texte. Là, le but du jeu, c'est d'annoter dans le texte tous les micro-organismes, tous les habitats, tous les lieux. C'est ça qu'on vous demande, ni plus ni moins. Est-ce qu'il faut annoter bactéria? C'est un microbe. D'accord. Et il y en a qui ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que c'est général. Et quel est l'inconvénient que ce soit général? Pourquoi on voudrait aller sur le plus fin? Mais alors à ce moment-là, pas bactéria tout seul, mais hazardous bacteria, parce qu'au moins ça donne une indication. Mais là, on a noté uniquement les micro-organismes précisément, pour ensuite le mettre dans la nomenclature. Bah là, au moins ça le permet de le classer dans une catégorie taxinomie particulière de bactéries. Les bactéries, c'est l'individu de micro-organisme, et Deinococcus radiodurans, c'est un individu, une entité de type. Ouais. Mais enfin, dans le cas ici, de toute façon, ce qui est décrit là, c'est qu'on a irradié le machin là, pour éliminer les bactéries nuisibles, mais quel y a survécu Parce que c'est sous-entendu que bactérie est synonyme de microbe, non? Ou de micro-organisme. Là, en fait, la question qu'on peut se poser ici, c'est l'utilisateur final. Donc, qui aurait ensuite la liste dans son fichier Excel, qui aurait la liste des entités du texte, ou même il ne saurait pas que c'est dans ce texte-là. Est-ce qu'il serait intéressé par le mot bactéria? C'est ça la question finalement. Normalement, en tant qu'utilisateur, ce qui m'intéresse, si je tape bactéria, j'aurai l'info. Si je tape pas bactéria, ouais. D'accord. Ok. Il y a peut-être une distinction entre bactéries et micro-organismes. D'accord. Je vais toujours du sens au plus général pour aller plus précis. Et si je n'ai pas déjà le général, je ne pourrais pas aller vers le. D'accord. Nicolas? Je peux me permettre, le texte il est ambigu parce qu'il ne dit à aucun moment que cette espèce est une bactérie. Et donc il n'y a qu'à cet endroit-là où on le devine. Parce qu'il dit on a utilisé cette méthode pour supprimer en fait les bactéries. D'accord. Donc plus bas, il dit que c'est une bactérie du sol. À la dernière phrase, des radiodurans, c'est un sol. Voilà. Mais le lecteur, lui, à qui est destiné ce genre de document, vous pensez? Je ne sais pas si c'est quelqu'un, un lecteur pointu ou pas. En fait, tout dépend du besoin. Voilà, on va revenir dessus. Il y a des cas, on vient de discuter là, où bactéries ne sert à rien parce qu'on a des choses plus précises ici. On dit Deinococcus radiodurans. Et il y a des fois, on se dit, mais si je fais une recherche documentaire et je tape bactéria, je voudrais bien avoir ce document, donc là, il faudrait l'avoir. Et puis quelqu'un a dit, mais hazardous bacteria, c'est important parce que ce n'est pas toutes les bactéries. Mais est-ce qu'on peut définir ce que c'est des hazardous bacteria? On peut faire une liste, Est-ce qu'on sait? On ne sait pas. Voilà. Donc vous voyez, ça dépend du référentiel qu'on a. Si on avait une liste des hazardous bacteria, ça aurait du sens de la noter. Si on ne l'a pas, ça ne nous sert à rien parce que ce n'est pas défini. Donc on voit bien toute la relativité. Il n'y a pas une décision ici qui serait la meilleure. Ça dépend ce qu'on veut faire du résultat. Ouais.
Ben, on va vous proposer, dans l'exercice qui vient, une tâche, la suite de ça. On va vous imposer, on va dire c'est ça, le commanditaire. C'est ça qu'il vous demande, maintenant faites-le. Voilà. Ouais. Dans le même ordre d'idée, du coup, nous, on a aussi retenu product. Voilà, ben c'est la même question. From the product ici. C'est la même question que Bacteria. Que veut dire product? Ouais. Exactement, oui. Product, c'est la même dimension. Oui, mais tu vois, si on l'extrait indépendamment du contexte, on l'a dans une liste, hein, tout seul, sans son contexte, est-ce qu'il nous informe? On nous dit dans ce document, là, il y a le mot product. Enfin, est-ce qu'on a jusqu'à faire des fichiers Alors à ce moment-là, il faut mettre dans les habitats. Oui, et en habitat. On le met dans les habitats. ça donne aucune information. Exactement, ça donne Product, aucune ça donne information. strictement aucune information. Il n'y a pas moyen de le Donc, en principe, ça réfère à un habitat, on est d'accord. Mais pour le lecteur, si on a une liste de ce qui est extrait sans le document, ça n'apporte aucune information. Donc, c'est la même question que tout à l'heure. C'est relatif à la tâche. Vous avez... Chut, on écoute. Ouais. Du coup, c'est posé la question, mais du coup, on met les noms vernaculaires, y compris les noms vernaculaires ou pas? Donc, si oui, à ce moment-là, le fameux nom, Little Berry, ouais. c'est que le nom d'espèce, c'est on met que les noms d'espèces. Et par exemple, est-ce qu'on voudra les souches? Donc, les souches, c'est les spécialisations de... Ah oui, oui. Ah oui. Oui, oui, ben, on pourrait les... Alors, est-ce qu'on pourrait dire les noms de taxons ou les noms scientifiques? Oui, les noms scientifiques. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Ça veut dire aussi les familles, les classes. Mais à ce moment-là, préciser. Ouais. Espèce, strain, enfin souche, si c'est précisé, etc. D'accord. Mais ça rejoint, bon, justement pour partager, on a peut-être intérêt à être très précis dans ce qu'on a en tête quand on écrit les choses, plutôt Ouais. que d'avoir des sous-entendus comme ça. Très bien. C'est exactement le but de de l'exercice ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses Alors, je ne sais plus où, il y a des gens qui avaient commencé à faire une liste des mots à exclure. C'était vous? Ouais. Vous voulez nous expliquer? J'avais indiqué Vous entendez Bacteria. Il faut que tu parles plus fort. Vous parliez, pardon, plus fort. C'est parce qu'en fait, je peux pas. Donc j'avais indiqué comme mot à enlever Bacteria, nature, organisme, species, Solbacteria aussi, Est-ce que tout le monde est d'accord? en indiquant que c'était des mots trop génériques, qui n'avaient pas assez de spécificité. Mais qui ne correspondait pas à ce qui était demandé. D'accord. C'est quoi le dernier là dans votre... Solbacteria. Soil. Non, Oui. bactérien. Sol, on l'a gardé. On garde Oui, juste mais sol, on met pas l'entité sol. Solbacteria, on l'a enlevé. C'est Bacteria. Ok. D'accord, ok. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Alors moi j'ai une question. On avait Antarctica Dry Valley tout à l'heure. Hein, et certains d'entre vous ont seulement annoté Dry Valley. Et là la consigne dit ajouter tous les modifieurs qui apportent de l'information. Du coup vous avez annoté quoi? Antarctica, Dry Valley. Voilà, Antarctica Dry Valley, du coup fait un habitat, voilà, et Dry Valley tout seul est moins précis. Absolument, très bien. Très bien, c'est intéressant. Donc, The Rocky Granite of Antarctica Dry Valley, ok. Et on aurait un deuxième habitat qui serait Antarctica Dry Valley. Donc, on en a deux. On a le granit et la vallée, qui sont emboîtés l'un dans l'autre. Exactement. C'est comme... Je vois Nicolas voulait Oui, intervenir. pardon, Vas-y. Nicolas. Nicolas, tu voulais... Je suppose que les consignes, ça s'applique à quelqu'un qui est un peu spécialiste du domaine de la notation, etc. Parce que tu vois, moi, on a eu une discussion sur le terme de syntagme. Et donc apparemment, syntagme nominal, ça peut être un mot. Oui, Ou un groupe de mots. c'est ça. Un syntagme nominal, ça peut être un mot tout seul. Soil. La discussion sur on retient ou pas habitat tout seul, quand il est tout seul. Ben, ici, on a dit non parce que c'est trop général. Bah oui, mais alors moi je dis, mais après on a les réponses. La discussion, c'était pour moi sol, c'est aussi général qu'habitat, donc je ne retiens pas sol. Mais après, Sauf qu'on a des bactéries du sol qui ne sont pas des bactéries de l'air, de la mer, alors que des bactéries d'habitat,
On en a partout. Enfin, toutes les bactéries sont des bactéries d'habitat. Donc on a une information qui est apportée par soil qu'on n'a pas dans Habitat. OK. Donc là, on commence à être court en temps, mais parce qu'on est censé avoir terminé dans 10 minutes. On a délibéré sur Product Ouais. en fonction des consignes détaillées sur le Google Drive. Besoin pour le use case. Qui est-ce qui fait le use case microbien? Nicolas, vous êtes deux? Ouais, vous êtes plusieurs. Voilà. Donc je vais expliquer avec les mains parce que là, sinon on va déborder, ce qui n'est pas correct pour les autres. Donc l'extraction d'informations, vous voyez bien, peut servir à enrichir un thésaurus. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont dit déjà. Typiquement, si on n'avait pas can of ground meat dans le thésaurus, ontobiotope, on pourrait imaginer que ce serait intéressant de l'ajouter. Donc typiquement, on peut se servir d'outils d'extraction d'entités pour avoir des candidats pour des nouvelles classes dans des thésaurus ou des ontologies. Ça nous fournit plein de listes. Il y en a qui sont sans intérêt, qui vont être soil, qu'on avait déjà, et il y en a qui sont nouvelles. Donc évidemment, on a besoin d'une validation manuelle. Mais ça nous suggère des candidats intéressants et potentiels pour enrichir des ontologies, des thésaurus, des dictionnaires. D'accord? Donc je voulais vous rajouter ça parce qu'il y en a besoin pour un des use cases, donc c'était pertinent. Et puis pour faire le dernier exercice, en fait, qui n'est pas un exercice d'annotation, qui s'appelle moteur de recherche sémantique. Voilà. Vous pouvez, pour regarder comment ça marche, peut-être tu donnes l'URL, Ouais. Robert, ou bien tu montres sur l'ordi, sur le mien, ouais. Bah, je te laisse, du coup tu connais l'URL par cœur peut-être. Ou bien alors c'est dans mes signés. Il le connaît par cœur, non? Si tu veux regarder dans les. Si tu commences à taper, alors pas dans Firefox, dans Safari. Dans Firefox, si tu veux. Tu l'as regardé. Ah bon, bah parfait. Donc le dernier exercice sur le moteur de recherche, il reprend ce qu'on a fait aujourd'hui, mais il vous montre une utilisation de l'extraction d'informations différente. Au lieu d'afficher des listes, je vous ai parlé de feuilles Excel, de bases de données, etc. Vous pouvez utiliser ce type d'annotation sémantique pour construire un moteur de recherche sémantique. Et c'est ce que Robert va vous montrer avec cet outil de recherche qui s'appelle AlviCR. Donc, qui va exploiter les annotations qu'on a faites automatiquement sur le même sujet, surtout PubMed. Donc la base bibliographique, hein, donc il y a 3 millions, je pense, de documents là derrière, où on a extrait les habitats, exactement ce que vous venez de faire, les microbes, les habitats, les lieux géographiques, etc. Et donc on peut l'interroger en utilisant l'ontologie ontobiotope et la taxonomie du NCBI. Bah, je ne sais pas, Adenococcus si tu veux, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, il faut mettre une majuscule, je pense que. Il faut que tu mettes des guillemets. Ouais. Ouais. Voilà, on a. Attends. Donc il y a 793 documents qui contiennent cette famille. Ah, ici, Vas-y. on peut voir ici, c'est quand même une interprétation. C'est-à-dire que chez Deinococcus, le moteur a vu qu'on est en train de chercher un taxon. Ce qui fait que lui, ce qu'il va chercher, c'est non seulement Deinococcus, mais aussi tous les synonymes. Ici. Il y a une autre radio devant sur la liste. Ça, c'est les facettes. Ouais. Et tout ce qu'il y a en dessous de... À droite, tu as l'interprétation et à gauche, les spécialisations. Non, parce que je sais qu'il y a une autre radio devant dans les facettes. On a Dénobactères. Il y a un autre. Sur les débuts du nom. Non. C'est parce que les microbiologistes, quelquefois, ils changent le nom des espèces. Donc à un moment donné, Deinococcus, c'est appelé Dénobactères. Et celui qui a fait ça, en fait, c'est Oyasu en 1987. Donc en fait, le nom des espèces, lui, il change en fait, et il y a quelques
ça risque de, si on ne le sait pas, on perd cette information-là. Alors, quand on travaille avec les noms d'espèces, on finit par le savoir. Quand même. Tu peux peut-être taper juste vallée sans la relation. Je ne suis pas sûre que la relation marche bien. Ouais. On va voir si on a le... Juste par curiosité, je n'ai pas testé pour voir si on a l'information sur les Antarctica Dry Valley. Voilà, bah, lié là. Antarctique Dry Valley. Et attention, c'est un habitat. Donc il a... Comment ? Il n'est pas dans le PubMed. Si. Oui, c'est un article. Alors, le document que vous aviez, non. C'était un document d'une page web de l'encyclopédie MicrobeWiki. Et MicrobeWiki s'inspire, enfin, prend ses sources dans des articles scientifiques. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on ait un article dédié aux vallées sèches de l'Antarctique. Voilà. Donc là, on n'est pas très content de la notation automatique, parce que vous voyez, contrairement à ce qu'on avait dit, il n'a pas récupéré Antarctic Dry Valley, qui aurait été intéressant. Donc là, c'est pas bon. On n'est pas très... Voilà, c'est pas... peut-être prendre un autre exemple en mettant microbial habitat, peut-être, du coup... Il aurait fallu que ça soit Antarctic Dry Valley, ensemble qui soit surligné, c'est ça? Ouais. Enfin, selon ce qu'on vient de décrire là. Ouais. Et ça, techniquement, derrière, ça veut dire que toutes les publications de PubMed ont été enrichies en fait de métadonnées, et c'est ça que le moteur sémantique C'est ça. Ouais. Tu veux exécuter? Je pense que c'est pas lancé là. Et si dans votre corpus d'entraînement, il y avait eu, à aucune fois, il y aurait eu Deinococcus tout court. Ouais. Il l'aurait trouvé quand même. Il l'aurait trouvé quand même. Ouais. Parce que là, en fait, on ne le fait pas par apprentissage, les noms scientifiques d'espèces. Non, c'est des dictionnaires, parce qu'en fait, on a des lexiques qui sont très, très complets là-dessus. Voilà, donc, ouais, c'est pas très bon. Hein. Voilà, ouais, c'est pas... Enfin, ceci dit, on n'a pas dit qu'il y avait une relation, puisqu'on a juste demandé l'éco-occurrence. Voilà, donc là, on a Antarctic Coastal Seawater. Mais on a juste demandé le couple bactérie-habitat. On ne lui a pas dit, donne-nous les endroits où vit cette bactérie. Donc là, tu peux peut-être rajouter la relation. On espère qu'il y aura moins de bêtises. Donc ça, c'est public, vous pouvez jouer avec si vous voulez. Et donc pour l'exercice, on vous a mis une version simplifiée en français. Vous devez faire le moteur de recherche. Donc vous devez imaginer ce qu'il va répondre, s'il travaille bien. Donc on vous donne l'index, donc les documents avec les index, les métadonnées, comme vous avez dit. Et vous devez répondre aux requêtes. Vous avez une liste de requêtes, hein, voilà. Et puis vous devez cocher, oui, il va répondre ça, ça, ça. Voilà, c'est assez facile, hein, c'est juste pour regarder comment ça fonctionne. Voilà. Voilà, bah, vous voyez là par exemple, c'est intéressant. Comment? Pardon? On lui a spécifié une dans la requête, donc il va ressortir la relation. Donc là, on a ajouté une relation, voilà. Donc c'est tous les Deinococcus qui vivent dans, la relation est écrite par ça, un habitat. Oui, parce que c'est vraiment le... C'est un mot, on ne peut pas en mettre d'autres. Hein. C'est le mot codé, c'est le mot unique, voilà, pour indiquer la relation vidant. Qu'on a défini, exactement. Ouais. Donc si vous voulez jouer avec, il faut utiliser le mot livesin. Et il faut que vous, en général, vous mettiez des guillemets pour que ce soit...